Bonjour Elisabeth. Bonjour Nathalie. Enfin, nous voilà. Enfin, c'est ça le mot. Si tu savais avant que tu te présentes, justement, on était supposé de se rencontrer au mois de décembre, mais les choses Mhm, ont bousculé jusqu'à mhm. ce matin. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard parce que lorsque je te lisais ce matin, j'ai relu ton article et je trouvais qu'il y avait tellement des points importants, des points précieux, surtout moi qui est dans une reconversion, dans ma transition professionnelle depuis Mhm. 2020. Et je vois vraiment que j'ai un petit manque d'énergie. Mais avant de m'en aller vers cette direction-là, parce qu'on va parler de ton article que tu as écrit dans le magazine, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir qui tu es? Alors, qui je suis? C'est une vaste question. Déjà, je suis une femme exploratrice de ma vie. J'aime expérimenter, j'aime me challenger, j'aime aller au bout de mes rêves. Et voilà, là, je vis à Tenerife, donc j'aime voyager. Pour moi, le voyage, c'est une façon de me mettre en énergie. À chaque fois, c'est des transitions. Qui nous mettent à la fois en joie, à la fois en difficulté, et face à ces choses qui nous suivent, ces choses qu'on essaie de fuir d'une façon inconsciente. Et donc pour moi, c'est une façon d'avancer vers mon moi, vers qui je suis. Mm, mm, Alors ça, c'est qui je suis vraiment, ce qui me transforme, ce qui me nourrit au quotidien. Je suis aussi une maman de deux petits atypiques, sensibles et merveilleux mm. qui me prennent tellement d'énergie, d'où l'importance de travailler sur ma vitalité, mon énergie au quotidien. Je suis aussi entrepreneuse. Pour moi, cette liberté est fondamentale et je suis coach et naturopathe. Donc, la valeur santé, la valeur de liberté et de contribution sont hyper importantes pour moi. Et au jour le jour, j'accompagne des femmes qui ont des projets de vie à gagner en vitalité, à porter leur voix. Et j'accompagne les entrepreneuses à aller jusqu'au bout de leur projet cœur pour impacter le monde autour d'elles, parce que le Mm, monde a besoin d'elles, mm. plus que jamais. Donc voilà, en plus ou moins bref, Merci, qui je Elisabeth. suis. Et Elisabeth, on est tous les deux collègues, hein. On s'est connus à l'Institut Neurosciences appliquées, donc Oui. collègue coach. Et je t'ai communiqué justement pour pouvoir écrire un article dans le magazine. Et je me souviens même de tous les auteurs, mais je me souviens aussi de toi. Ça a été immédiatement un oui. Hein, ça a été vraiment présent, un oui de cœur. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir partager un article? Alors déjà, ta demande venait du cœur et donc je l'ai entendue. Ça m'a touchée. Le sujet de transition est quelque chose, moi, qui me parle énormément. J'ai vécu, mais comme tous, hein, énormément de transitions et c'est ce qui m'a construit. C'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a cassé et c'est ce qui m'a permis aussi de rebondir. J'étais en train de créer aussi un podcast qui s'appelait En équilibre. Donc, cette espèce de coïncidence, personne ne le savait à l'époque, était, mais ça va vers la réflexion que je suis en train de faire, vers le projet que je suis en train de Mm, faire. Et mm, j'avais envie de participer à ce magnifique projet, me challenger, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit, je ne sais pas écrire, tu ne peux pas écrire. Je me suis dit, mais c'est l'occasion parfaite, en mm, confiance, de le faire avec Nathalie et mm, partager quelque chose qui me nourrit depuis que j'ai pris conscience de ce lien entre l'intestin et le mm. cerveau et l'intestin, quelque chose dont on parle si peu et qui pourtant, souvent, c'est le petit élément qui manque dans notre propre responsabilisation. Quand on commence dans notre chemin à se responsabiliser, à travailler soit sur notre mindset, ou soit à l'inverse, quand on commence à travailler sur prendre en main sa santé, il y a cette petite notion qui fait que l'accompagnement n'est pas encore totalement global. Il manque une clé. Totalement, totalement. Et c'était aussi le pourquoi que je t'ai communiqué parce que dans la transition, nous qu'on a étudié en neurosciences vraiment par rapport au cerveau Mm. et que par la suite, puis pourtant, hein, on le sait, les intestins, mais on a seulement, je crois, en tout cas si je parle de moi, globalement, ça sert à évacuer.
point Oui, final. Sauf que même si je savais aussi que, bon, j'entendais, on sait très bien que le savoir ne change pas grand-chose parce qu'on est vraiment dans un automatisme. Et ce que je voulais vraiment que tu partages dans l'article, c'est l'importance de l'intestin, justement, parce que je crois que, comme tu mentionnes, c'est la clé, et surtout lors d'une transition. Et quand je te relisais ce matin, dans ce que je vis, oh my God, que je suis contente de t'avoir avec moi. C'est un privilège de t'avoir avec moi ce matin, justement, pour pouvoir, tu sais, on peut entendre quelque chose, on peut lire quelque chose, mais à partir, on a comme un peu mm. est-ce qu'on dit des œillères, des choses qui Oui, nous c'est ça. empêchent de tout Mm, comprendre. Puis mm, plus mm. on l'entend, plus on l'écoute, il y a autre chose qui s'intègre en nous. Donc, merci d'être là ce matin. Et ton Avec grand article, c'est, plaisir. merci. Et ton article, c'était Vivre, c'est changer, hein, parce que Mhm, c'est comme la nature. mm, Donc, je te laisse la parole parce que je veux que ouais. tu parles de ton article. Il y a quelques points certainement que tu vas parler, mais je les ai mis en jaune pour être sûre que tu vas répondre à mon questionnement aussi à moi. Voilà, c'est ça, parce que je l'ai écrit en septembre, donc du coup, il y a probablement des choses, toi, qui t'ont appelé, que j'oublierai. Donc, n'hésite pas à me couper sans aucun problème. Dans l'article, euh, je commence par déjà expliquer que il y a quelque chose dont on a conscience, c'est déjà ce lien cerveau-intestin. On sait tous quand on a le trac, quand on doit prendre la parole en public, on a des nausées, ou on va aux toilettes, ou quand on a un premier rendez-vous amoureux, on a des papillons dans le ventre. Donc ça, c'est communément accepté. Ou alors, on le voit, ça vient à sa conscience de façon assez évidente. Donc ça, c'est déjà le premier signe. Donc on sait que le cerveau communique avec l'intestin. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que il impacte notre digestion de façon directe. Quand on a peur, on a un système qui est très très bien fait, notre digestion s'arrête parce que c'est plus la priorité. Mais notre cerveau ne fait pas la différence entre une réelle fuite pour notre survie ou ou ton chef ou je sais pas, ouais, le stress par anxiété en fait. Tu te projettes et tu as peur pour quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, ce n'est pas vital pour ta vie. Ou alors là, je parlais de l'ankylosaure, mais tu es dans un accident de voiture. Clairement, euh, la priorité n'est plus de digérer. Ça s'arrête. Parce que l'énergie a besoin d'aller aux muscles, au cœur et au cerveau pour survivre. Et c'est pour ça que la race humaine est encore là maintenant. Mais aussi les autres émotions. C'est-à-dire que le cerveau est impacté par la tristesse, est impacté par la colère. Notre chimie digestive change, les mouvements de l'intestin changent. Donc, une anxiété sur le long terme, un stress sur le long terme vient bousculer notre digestion. Et là où c'est intéressant, c'est que moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir ou qui venaient me voir parce qu'elles avaient des troubles digestifs, parce qu'elles avaient du mal à perdre du poids. Parce que, et en fin de compte, tu te rends compte que tu as beau changer ton hygiène de vie, si il n'y a pas cet aspect accompagnement de l'anxiété et du stress, pas élimination, parce que c'est impossible, on en a besoin, euh, eh bien, ça ne changera pas. Tu as beau manger parfaitement bien, si tu vis dans un stress, une anxiété, un manque de confiance en toi, une perception de toi et de la vie qui est très très loin d'être de la confiance, et c'est pas pour se culpabiliser, c'est juste pour essayer d'aller voir ailleurs et compléter son approche par autre chose. Eh bien, notre digestion se fera difficilement. Nos inflammations seront toujours là. On aura toujours du mal à perdre du poids. On aura toujours ce besoin de se récompenser par n'importe quelle substance, et la nourriture en est une. Donc ça, c'est une première chose euh, dont je parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Et puis, il y a aussi l'autre sens dont on parle moins et qui pourtant, je crois que c'est 80 ou 90% du sens de communication. C'est de l'intestin au cerveau. Et ça se passe d'une façon mais complètement inconsciente. Évidemment on ne ressent pas nos intestins communiquer avec le cerveau. Déjà, les douleurs seraient atroces, donc c'est quand même plutôt bien fait. Et puis, la charge mentale énorme de tous ces messages. Et ça se fait par, par différentes façons.
d'une façon par la flore intestinale, par les neurotransmetteurs, par le nerf vague, notamment. Alors, on en est au début de ces recherches et je pense qu'on va découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Et donc ça veut dire qu'il y a une partie de nos pensées, de nos émotions, qui ne sont pas du fait de notre cerveau, qui sont du fait de notre état intestinal. Il y a différentes choses qui viennent de là, du fait que 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est fait par les intestins. Alors moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je suis allée chercher, quand j'ai lu ça dans un bouquin, j'ai vérifié dans les études, j'ai fait, mais c'est juste pas possible. Et parce que moi, j'ai été sous antidépresseur pendant 7 ans, je me dis, mais c'est dingue, et je souffrais de maux de ventre, en fait. Peut-être, j'ai dit uniquement peut-être, si j'avais d'abord géré mes problèmes de ventre, peut-être que ça aurait suffi, ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça aurait été une approche complémentaire hyper intéressante. Et donc, du coup, si on a un trouble intestinal, n'importe lequel, une flore qui est appauvrie, des intestins qui sont aussi rouges qu'une peau qui vient de se faire gratter par un chat, eh bien, on n'a pas la possibilité de créer la quantité de sérotonine nécessaire pour notre bien-être physique. C'est pareil pour la dopamine. À 50%, elle vient des intestins. Donc, la dopamine, c'est ce qui nous permet de pouvoir être motivé, se mettre en mouvement. Donc, parfois, ça peut être intéressant quand on n'a plus de but dans notre vie, on n'arrive pas à se mettre en mouvement, les choses qu'on aimait, pourquoi pas les travailler aussi là-dessus, aussi sur notre état intestinal. Il y a aussi la flore intestinale qui crée à 30% du GABA. Le GABA, c'est un petit peu ce maître zen là, qui permet de pouvoir se sentir bien. C'est celui qu'on a quand on prend notre premier verre de vin et où on se sent si bien. On le connaît tous. Peut-être pas ça que tu l'appelais le maître zen. Ouais, le maître zen, pour moi, c'est vraiment ça. Le GABA, c'est celui vraiment qui nous permet de lâcher la pédale accélérateur et de revenir à soi. Donc, Et c'est il lui qui calme vient, un peu la dopamine. et c'est lui qui calme aussi un peu la dopamine, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, tout est une question d'équilibre, en C'est fait. ça. Et le truc, c'est que euh, cet équilibre vient en très grande partie de notre intestin. Et on a tendance à oublier cet acteur, un des acteurs principaux. C'est quand même un peu dommage. Et cet acteur, à la fois, c'est la flore intestinale, mais pas que. Donc, il suffit pas de prendre des probiotiques, pas du tout, voire même le contraire, mais de travailler sur notre barrière intestinale, ces espèces de parois qui couvrent notre intestin, qui nous permet de pouvoir digérer, et cette flore intestinale, et nos pensées, et nos émotions. Mais tout ça se fait main dans la main, en fait. Pour moi, ce n'est pas les pensées, les émotions d'un côté, notre hygiène de vie de l'autre. Parce que les deux nous permettent d'avoir une haute vitalité, de pouvoir vraiment aller creuser, aller chercher son identité, comprendre ses émotions, être sûr que ces émotions, elles viennent d'un message de l'extérieur et pas juste d'une détresse intestinale, par exemple. Et de pouvoir aller vers là où on veut être. Donc, c'est cet équilibre. C'est ce qui permet de pouvoir garder cet équilibre. Et pour moi, la transition, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que parfois, devoir faire cette transition et devoir s'intéresser à tous ces piliers, c'est aussi une chance de pouvoir gagner en vitalité et de pouvoir avoir cette énergie de choisir, de creuser et d'aller vers un changement global. C'est un peu, j'aime bien ce mot empowerment en anglais. Je crois qu'il n'y a pas de traduction idéale en français, mais c'est vraiment ça. Tu prends les rênes de ta santé et tu prends les rênes de ta vie. Pas besoin d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Je te coupe. J'aurais Vas-y. voulu tellement te couper à plusieurs reprises, mais c'était tellement bon de t'entendre. Dis-moi, euh, j'ai plusieurs clientes et parfois moi-même. Quand on dit qu'on vit une déprime, c'est pas nécessairement sur un long terme. Ça peut être aussi une déprime Mhm. d'un jour, 2 jours, une Ouais. semaine.
Et j'entends souvent aussi le brouillard. Je suis dans le brouillard, je vois Hmm. pas clair. Et je vois aussi dans ton article que tu en as fait un lien par rapport au brouillard et les intestins. Et tu Mhm. dis que justement, ça crée un cercle vicieux parce qu'on pense que c'est du cerveau à l'intestin, mais il y a l'intestin au cerveau. Hmm. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu du brouillard? Qu'est-ce qui crée le brouillard si on parle des intestins? Alors, c'est très intéressant parce que ce brouillard, je l'ai connu aussi pendant très très longtemps. Et je pense qu'il y a autant de causes qu'il y a de personnes. Donc, je pourrais juste parler de moi, ce que j'ai connu et de ce que j'ai pu accompagner. Sachant que je ne suis pas médecin, donc il y a quand même toujours un bilan à faire par rapport. On peut faire des bilans de la microbiote et de voir ce qui se passe. Ça, c'est très intéressant à faire aussi. Mais moi, personnellement, donc le mieux, c'est de te parler de moi, mon expérience personnelle. Peut-être que ça parlera à d'autres. Et à un moment donné, j'ai eu un déséquilibre de la flore intestinale. Un gros déséquilibre. Donc, ça a commencé par tous les mois, j'étais malade. C'était après mon accouchement. Je chopais une angine. Et puis, j'ai fini par aller consulter et on s'est rendu compte qu'effectivement, j'ai fait donc effectivement un bilan de la microbiote, que j'avais un champignon, le Candida albicans, qui avait pris une place énorme. Et ce champignon, notamment parmi d'autres choses, a comme signe qu'on on y voit plus clair. On y voit plus clair. Ça envoie des toxines. Il envoie des toxines au cerveau. Donc, notamment, ça nous donne des envies irrépressibles de sucre. Et puis, bon, il y a plein d'autres signes. Ça, c'est clinique. Là, c'est à voir avec un médecin. Mais ça nous plonge dans un brouillard cognitif. On a Mhm. l'impression d'avoir notre cerveau voilà, qui a déjà 90 ans, en fait. Voilà, on ne se souvient plus des choses. On aura du mal à se concentrer. C'est très perturbant. Euh, mais il y a aussi plein de choses, hein, l'intestin, une dysbiose intestinale. Notre intestin, du fait que le rôle de l'intestin, normalement, c'est une barrière qui permet, normalement, c'est perméable. Les cellules ensuite viennent chercher leurs vitamines, leurs nutriments, leurs blablabla. Mais rien ne passe. Sauf que quand les intestins sont abîmés, cette première couche de mucus, ensuite, les espèces de villosités qui font des grosses vagues deviennent de plus en plus courtes. Les cellules qui doivent être normalement collées les unes après les autres commencent à prendre un petit peu plus d'espace. Et là, d'autres molécules qui ne devraient pas se retrouvent dans le corps. Et c'est là que du coup, bah, d'autres... après, c'est de la symptomatologie. Et chaque personne, en fonction de ses fragilités, euh, le ressent de façon complètement différente. Non, Donc, mais c'est est-ce qu'on très peut... intéressant de travailler sur ces Wow. intestins. Fait que là, on voit, parce que tu viens d'expliquer un peu la barrière de recevoir ce qui est nécessaire pour les Hmm. intestins, parce que si je peux le dire en québécois, ils sont encrassés, quoi. Oui, c'est ce qu'en naturo on dit, on parle de ça. Alors, c'est moche comme mot, mais bon, moi, Ouais, c'est clair, quoi. Hmm. c'est ça. Et j'aime, parce que je l'ai justement pris en note, quand tu dis, est-ce que tout ça peut justement définir un changement de notre identité réelle? Ah ben, en tout cas, il n'y a aucune étude qui le prouve vraiment. Mais moi, je l'ai expérimenté sur moi complètement et sur certaines de mes clientes. S'il y a une étude qui est assez étonnante, moi, elle m'a un peu bouleversée cette étude la première fois que je l'ai lue. Ils ont pris deux familles de souris différentes, une de type plutôt agressive, naturellement, hein, et une autre plutôt zen. Alors, ils ont stérilisé leur microbiote et ils ont inversé le microbiote. Donc, la microbiote de l'agressive est venue dans celle qui était plutôt calme et zen, et inversement. Résultat des courses, les agressives sont devenues calmes, les calmes sont devenues agressives. Donc, voilà. Donc, ça a été Mm. une des premières études qui a montré à quel point la microbiote a un impact sur notre identité, sur notre personnalité. Mm. Et en même temps, si on réfléchit bien, euh, il y a plein de moments où notre situation physique impacte notre identité. Tu dors pas pendant 3 jours, tu n'es plus la même. Tu as des douleurs intestinales,
vraiment intense pendant plusieurs jours, tu n'es plus la même. Que ce soit conscient ou inconscient, parce que parfois ce sont des douleurs sourdes, peu importe, les messages sont les mêmes. Donc on le comprend bien au final. On peut se l'imaginer à quel point une souffrance physique et du coup intestinale qui est assez sourde impacte tout le reste. Notre corps, il cherche qu'à une seule chose, c'est l'équilibre, parce que c'est sa survie. Son rôle, c'est pas de nous rendre heureux, c'est de survivre, c'est l'homéostasie. Du coup, par tous les moyens, c'est ça son job. Et je reviendrai parce que tu disais aussi dès le début de ton article que surtout lors d'une transition, c'est vraiment d'être vigilant par rapport à ces symptômes-là ou ces émotions-là ou avec toutes les pensées qu'on peut vivre parce qu'une transition, de n'importe quelle transition, en tout cas, je ne veux pas en nommer juste une parce que tout dépendant de la transition, mais j'aimerais que tu reviennes un petit peu par rapport aux émotions. Tu sais, moi qui ai vu une transition, mettons, dans une reconversion professionnelle, que ça peut être un déménagement aussi, bien, il y a parfois où je vais vivre soit de la tristesse, de la colère et de la peur. Et tu l'as nommé tantôt. Mais quand je le lis dans ton article, vraiment, ce que la tristesse crée aux intestins, que ce soit la colère et la peur, je me dis, oh my God, on pense que c'est juste une pensée et une émotion, mais qu'est-ce que ça crée dans notre corps? C'est totalement caché dans les angles morts. Oui, complètement. C'est complètement inconscient tout ça. Euh, cette, euh, Dans toute transition, on a nos lots d'émotions et notre corps, il réagit par rapport à tout ça. Donc la tristesse ou la peur ou la colère vient impacter. Et en plus, non seulement ça, mais notre corps se souvient de ça. Euh, c'est dans un livre de Meyer, je crois, où il parle de ça. Il donne l'exemple de dans un restaurant avec ton conjoint. Tu t'engueules, éventuellement tu te sépares. C'est vraiment le gros événement. Ton repas, il reste là. Ton steak frit, tu le digères pas, il va rester dans tes chaussettes pendant des heures. Mais tu reviens des mois plus tard dans ce même restaurant. Du coup, il y a, en anglais, c'est trigger. Il y a quelque chose qui appuie sur ce souvenir-là. Et ta digestion sera aussi impactée. Euh, Toutes les émotions, et elles sont toutes universelles. J'ai bien aimé ce parallèle que j'ai mis dans l'article. C'est que il y a une science qui lit les émotions sur le visage. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Des personnes qui sont suffisamment avancées, tu vois, qui arrivent à lire les émotions. Donc, on se rend compte que 70% de la population exprime les émotions de la même façon. Parce qu'il y a une sorte de schéma. Tu ressens de la joie, tu vas contracter les mêmes muscles sur ton visage, sur 70% de la population, c'est la même chose, que ce soit en Chine, en Afrique, au Canada, en France, aux États-Unis. Et on va reconnaître cette émotion. Donc, ça nous aide aussi socialement à pouvoir reconnaître quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est triste, l'agressivité ou un moment partagé de joie. Il se passe la même chose dans les intestins, en fait. C'est-à-dire que tu ressens une émotion et il y a une série de commandes, de contractions, de relâchements qui impactent une libération d'enzymes et qui, du coup, transforment et changent et impactent notre digestion. Je ne sais pas si c'est très, très clair. Je vais réécouter de toute façon. Mais j'arrête au mot de digestion. Est-ce que tu crois que si, justement, vu que c'est inconscient et qu'on ne porte pas attention à tout ça, est-ce que tu crois que ça peut être un système d'alarme au moment où est-ce qu'on digère pas bien, qu'on pourrait faire un lien avec les intestins? Parce que j'aimerais que tu me dises, et je vais lire, je sais pas si tu sais par cœur, le petit paragraphe que tu écrit sur le pilote aussi, tu veux que je le lis. Vas-y, lis-le. Au contraire, moi, j'aime bien Parfait. que tu prennes. Alors, tu dis dans l'article, mettez un super pilote de course avec un moral à toute épreuve et une volonté d'essayer dans une voiture sans essence. Eh bien, je peux vous garantir que le résultat sera le même derrière le volant
qu'avec un sac de patates. La voiture n'avance pas. Donc, on peut être habitué d'être dans, comme tu mentionnes, soit des émotions, la joie, l'énergie. Puis il y a des moments où on a une difficulté à digérer. Moi, j'ai besoin de savoir c'est à quel moment qu'il y a un déclencheur que je sais qu'il manque d'essence et que ça a un rapport avec certainement les intestins. Et puis je peux me répondre en même temps, je crois que tout a un rapport avec les intestins. Ah, moi, je crois que tout a un rapport avec les intestins. Ouais. Si tu n'as plus de vitalité, tu as ton projet de vie, tu sais où tu veux aller. Typiquement, je prends l'entrepreneur. Il est un mindset à toute épreuve. C'est notre pilote de course, quoi. Il sait où il va, il a fait les formations nécessaires, il a tout. Oui. Mais il n'y va pas. Il n'y va pas. Il est épuisé. Alors, on parle d'auto-sabotage ou de choses comme ça. Moi, je pense que derrière, pas que, hein, je pense que derrière, il y a un problème au niveau du système digestif. Je pense que derrière, il y a un problème en termes de vitalité. Ton système digestif, quand il est HS, ta vitalité, elle est impactée directement. Alors, pour finaliser, là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Présentement, moi qui est en manque d'énergie, je ne sais pas si c'est janvier ou si justement je suis tellement allumée dans mes futurs projets de voir ce que je vais mettre en place en 2023 dans mes projets, mais je sens quand même que mon corps a un peu de difficulté, soit à se lever, même la digestion, ou dormir parce que tout brasse. Alors, qu'est-ce que tu pourrais m'indiquer ou me mentionner des choses que je pourrais mettre en place pour justement aider mes intestins, améliorer qu'est-ce qui est là. Alors, il y a des tas de techniques ou de choses qui peuvent être faites déjà pour avancer. Mais déjà, la première chose, c'est, parce qu'au fond de nous, on sait souvent ce qui cloche. Donc, c'est déjà prendre conscience de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis à mon équilibre là maintenant? Est-ce que je me nourris de façon respectueuse par rapport à mon corps, par rapport à moi, par rapport à mon objectif et ce que je veux devenir et ce que je veux être? Mm. Est-ce que mon alimentation elle est respectueuse à ça? Mais c'est pas que l'alimentation. Comment est mon niveau de stress? Comment est mon niveau d'anxiété? Ça joue aussi sur le cortisol et l'adrénaline. Et on le sait, c'est à trop haute dose, trop longtemps, destructeur à tout niveau. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que... alors j'aimais bien une métaphore aussi, la métaphore du pneu. L'anxiété, c'est un peu ça. Quand tu es trop gonflé, tu as trop d'anxiété, trop de stress, un pneu trop gonflé, c'est dangereux. Pas assez d'anxiété, pas assez de stress, un pneu pas assez gonflé, c'est tout aussi dangereux. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Donc déjà, c'est faire un point avec soi-même, vraiment de façon très honnête, sans se juger. Comment je mange aussi? C'est-à-dire manger vite sur le pouce sans avaler. On règle une grande partie de nos troubles digestifs en changeant juste notre façon de manger. Tu mâches, tu prends le temps. Tu ne manges pas sur le pouce avec des trucs à moitié mastiqués. Donc déjà, rien que ça règle une grande partie des troubles digestifs. Moi, j'irais aussi porter attention sur ce qui se passe dans le ventre. On a tendance à ne pas le faire, en fait. Au sel qu'on a le matin, on a tendance à faire hop, 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 et on part, on regarde. Alors qu'avant, il y a très longtemps, c'est la première question que le docteur te posait. Parce que c'est le miroir de notre santé intestinale. Donc déjà, prendre en conscience tout ça. Par soi-même, on a souvent les réponses. Bon, ok, peut-être qu'il faut que j'arrête les pizzas 3 fois par semaine. Manger sur le pouce. Peut-être que je peux faire des choix différents au restaurant. Peut-être que... est-ce que j'ai vraiment faim quand je mange? Est-ce que j'ai vraiment faim? Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on mange parce qu'on nous a dit de manger. On nous a dit le petit déjeuner du champion, tu vois. Pour certains, c'est hyper important. Pour certains, c'est... Et pour d'autres, moi, par exemple, le petit déjeuner, pour moi, c'était tellement important. Et au final, je me sens mais tellement mieux quand je petit déjeune pas. Mais c'est pas une règle générale. Pour d'autres, c'est au contraire. C'est d'ailleurs quand on est stressé et quand on n'est pas en grande vitalité, il vaut mieux manger un petit déjeuner gras le matin.
Donc, c'est voir tout ça, parce que les conseils sur Internet, on peut les trouver. Si on est un peu perdu, c'est d'aller faire un point avec quelqu'un, parce qu'un conseil général reste qu'un conseil général. Vous, votre vie, ce qui vous a fait venir ici, vous est vraiment personnel. Ensuite, je dirais ne pas courir vers des complémentations comme ça, parce que ce n'est pas anodin. La complémentation, c'est le foie qui les gère. Tous les compléments alimentaires, c'est le foie qui les gère. Le foie, c'est un partenaire de la digestion avec l'intestin. Donc, on a besoin qu'il soit aussi performant que l'intestin. Donc, ne pas prendre des dizaines de compléments alimentaires comme ça au hasard, parce qu'on a vu dans le marketing que c'était bon pour le système immunitaire, blablabla, voilà. Donc, ça, c'est une des premières choses. Donc, et l'autre chose qui est en dehors de la digestion, mais qui aide énormément, c'est tous les jours trouver un temps de silence pour soi. Tout notre corps en a besoin. Et c'est bon à plein de niveaux, que ce soit pour les développements cognitifs, que ce soit dans le lien intestin-cerveau, que ce soit la microbiote a besoin aussi de ça, de ce grand moment de silence. Il y a plein de choses pour ça, la cohérence cardiaque, la méditation, ou juste être assis sur un banc et regarder autour de soi, enfin, juste ça. On coupe le téléphone, 10 minutes, ça peut suffire, tous les jours, et on prend ce temps pour soi. Je vais faire un beau défi sur la cohérence cardiaque parce Ouais. que je trouve que c'est un des outils qui est facile à faire, qui est parfois difficile à mettre dans le temps parce qu'on est tellement occupé. Mais pour le peu de temps que ça demande, c'est incroyable les bénéfices qu'on peut en retirer. Et ça, Voilà, je me suis promis que je vais faire justement pour la communauté un 30 jours de cohérence cardiaque 3 fois c'est par jour. incroyable le bienfait que ça peut avoir pour si peu. Et pourtant, pour beaucoup, c'est très compliqué de s'y mettre. Mais il Mais y a oui, un autre truc que j'ai envie de mais dire, c'est oui, que j'entends souvent, ah, je ne suis pas motivée pour le faire. Mais la motivation viendra en le faisant. c'est en plein ça. La motivation viendra en faisant. Le sport, on ne se met pas au sport comme ça pour le plaisir, hein. C'est de Non, on l'entraînement. le fait parce qu'on n'a pas le choix, souvent pour la santé. Par contre, on continue parce que là, on a appris à prendre du plaisir. Oui. Et un dernier petit point, parce que justement, tu nommais un peu les points d'amélioration. Je lisais aussi tout ce qui est excitant de consommer, genre, hein, on va aller rapidement vers le café, vers le Ouais. chocolat, le sucre. Oui, alors ça, faut juste voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Est-ce que souvent, ce qu'il y a derrière, il y a soit l'idée de récompense, il peut y avoir une addiction. Le chocolat est très addictif parce qu'à la fois, il y a la caféine et à la fois, il y a le sucre. Donc, c'est un combo, c'est une bombe à addiction. Euh, donc, et c'est pas, ce sont des choses que le sucre, et je suis en train de préparer justement un article, enfin un podcast à ce sujet-là. Le sucre est particulièrement très compliqué à arrêter. Mais pourtant, l'arrêter, c'est ce qui apporte le plus de vitalité et de créativité. Encore. Donc, tu vois. Euh, mais c'est addictif. C'est addictif comme la cocaïne. Et ça, Oui. de nombreuses études l'ont prouvé. Euh, donc ça, derrière, évidemment, le sucre, c'est vraiment un ennemi du système immunitaire, de l'intestin, des capacités cognitives, de la vitalité. C'est un petit peu... euh, euh, en même temps, ça nous amène à un plaisir rapide et jouissif, Mm. mais c'est nous tirer une balle dans le pied. Et c'est Mm. compliqué d'enlever le pistolet en direction de notre pied. Mm. Parfois, ça demande un accompagnement ou une prise de conscience. Donc déjà, les creuser sur ce sujet-là. Quels sont les impacts? Moi, il y a un film que j'adore qui s'appelle Sugarland, un reportage qui a été fait, qu'on peut trouver sur Internet, et qui fait vraiment un très bel état des lieux du problème du sucre aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Sinon, les excitants, on croit que ça nous réveille. Mais au final, ça nous vide de nos réserves d'hormones au niveau des surrénales. Et là, on tombe dans D'autant un plus, gros cercle voilà. vicieux. Et donc, du coup, après, on est fatigué, on en reprend. Le problème du Mm. café, c'est que c'est extrêmement acidifiant. Donc, derrière, ça crée des douleurs, ça augmente le niveau de stress. Euh, c'est... Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à arrêter le café, hein, mais il y a des façons de pouvoir le prendre. C'est-à-dire que déjà le baisser au maximum, le changer par autre chose si on peut. Donc, par une tisane, par du matcha, par du
pourquoi pas un thé vert, hein. Je dis un, je dis pas une carafe par jour de thé vert parce que le problème sera différent, mais ce sera pas non Transféré. plus transféré, voilà. Il y a plein de choses. Ou le café, le prendre si possible à partir de 11 heures, puisque le café, ça coupe les pieds à la cortisol. La cortisol, le matin, on en a besoin. Si tu prends un café, hop, c'est fini. Donc, la cortisol, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à 11 heures. À 11 heures, là, bon, si ça fait sens, prenez un café. Et dans le café, puisque ça augmente aussi la glycémie, donc c'est aussi pour ça que ça nous réveille, mais après la glycémie, quand elle tombe, ouah, on s'écrase avec. Euh, Mettre un corps gras comme du ghee, c'est du beurre clarifié, ou de l'huile de coco, désodorisée, ça existe. Mm. Ce corps gras va permettre à la glycémie de monter beaucoup plus lentement. Mm. Donc, ça préserve aussi notre santé sur le long terme. Donc ça, c'est un petit truc. Voilà. Le chocolat, ben, écoute, c'est un réconfort. Donc, autant un carré de chocolat par jour, pourquoi pas, mais pourquoi a-t-on besoin de ce chocolat? Mm. Est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on le déguste vraiment? Mm. Parce que le Mm. chocolat, il a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que plus il est noir, plus il y a de caféine. Plus il y a de caféine, plus c'est douloureux pour les intestins. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter ça et qui s'en rendent compte que quand ils l'arrêtent. Quand il n'est pas noir, il y a beaucoup de sucre. Mm. Voilà. Donc, bon, alors des fois on dit oui, mais il y a du magnésium, des choses comme ça. Moi, j'avais un prof, un médecin lors de mes études qui me disait ouais, mais non, parce que c'est pas un magnésium qui est assimilable. Le magnésium qui est assimilable, on le prend en complément, en magnésium marin ou sous d'autres formes, mais pas dans le chocolat. Mm. Après, je suis aussi pour dire que l'alimentation parfaite n'existe pas. Mm. 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 Donc, c'est de trouver un équilibre et pas se fouetter parce qu'on a fait un écart, parce que c'est pas parfait, parce que c'est pas grave si on prend un café par jour. C'est pas grave si on prend un carré de chocolat par jour. Par contre, on le fait en conscience En et on plein n'est pas ça. esclave de ça. En plein ça. Dans la conscience. Et souvent, parce que j'ai une image qui passe, un morceau de chocolat, et tu as envie d'un morceau de chocolat, et là, tu vas l'écouter devant la télévision. Mais le Oui. cerveau, il n'est même pas au courant que tu as mangé ton morceau de Non. chocolat. Tu sais, Non. en plus, fait que tu peux t'imaginer. Tu te demandes, du coup, tu vas en reprendre un autre parce que tu dis, attends, est-ce que je l'ai vraiment mangé? Et puis la tablette, elle passe comme ça. Ah, je sais, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive aussi de le faire Ah! comme ça. Mais c'est OK. C'est OK. Merci, merci Elisabeth. Est-ce que tu voudrais, toi, rajouter autre chose à notre belle rencontre? Bah déjà, je voulais te remercier. Merci pour cette opportunité. Euh, Ajouter de plus. Pour moi, c'est être curieux. Soyez curieux. Mhm. Allez lire des choses et n'en faites pas une injonction. Testez. Si c'est OK pour vous, continuez. Si c'est pas OK, passez à autre chose. Et parce qu'on a cette richesse d'avoir des informations. Alors, mais bon, il faut utiliser son bon sens, hein. Si ça paraît étrange, on le fait pas. Si ça nous parle pas, on le fait pas. Se connecter à soi, se connecter aux autres et être curieux. Pour moi, Mhm. c'est une chose très importante pour apprendre Mhm. et grandir. Et moi, je vais rajouter, explorer votre propre laboratoire. Exactement, c'est ça. Mm. Bien, merci Elisabeth. Merci à Merci, toi, merci, Nathalie. merci, Merci à vous merci. tous d'avoir écouté. Merci.